Quand un projet urbain pointe son nez dans la ville, c'est la course à l'immobilisme. Dans les oppositions qui émergent, difficile de faire la part des choses entre le rejet de l'autre, la légitime peur du changement et la nécessaire protection des sols, quand toutes se réfugient derrière le même arbre qu'il faut épargner. Le processus de densification de la ville dense a commis suffisamment d'erreurs pour être réformé en profondeur. Mais il ne peut ni s'imposer comme une nécessité, ni être balayé d'un revers de manche. C'est de vrais débats locaux dont nous avons besoin pour faire, mais autrement. Mais comment? Le détour par Montréal est toujours plein d'enseignements. C'est l'occasion, par exemple, de croiser le Centre d'écologie urbaine de Montréal. C'est un organisme communautaire hybride, né dans l'opposition à un projet emblématique de Tabula Rasa, Milton Park. Il travaille aujourd'hui pour le compte de collectivités locales sur des missions, mène des projets de recherche, mais s'engage aussi auprès de collectifs qui s'opposent à des projets urbains, avec un parti pris très clair: développer le pouvoir d'agir des individus pour que la décision en urbanisme ne se fasse pas que dans les bureaux d'élus ou de techniciens. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est aujourd'hui sollicité par des résidents désabusés par les modes de densification de la ville, avec une vague de NIMBY qui se développe dans les banlieues résidentielles du Québec qui commence à se transformer. Il choisit bien entendu les causes qu'il entend défendre et ne s'engage pas aux côtés de tous les opposants. Mais les processus de densification mal engagés sont nombreux. Et seul le passage de l'opposition à une pratique contributive peut permettre de sortir de la guerre d'opposition. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal s'insère alors comme tiers de confiance dans les débats, en agissant sur plusieurs leviers: mobilisation et montée en compétence des groupes de résidents, pédagogie de la densité, conception participative et médiation avec les autorités. Au moment où les oppositions se cristallisent et bloquent le mouvement, alors que les chantiers de l'adaptation de nos villes doivent au contraire s'accélérer, cette piste du tiers de confiance, capable de se glisser entre les parties pour sortir des blocages par le haut, est une piste à suivre. Et si des organisations légitimées et financées par les autorités se positionnaient aux côtés des oppositions? Elle pourrait leur permettre de pleinement s'approprier les enjeux, d'avoir une voix audible dans le processus et même de proposer des projets alternatifs. Elle pourrait aussi donner les clés aux habitants pour faire à leur échelle, car un pan entier de la nécessaire métamorphose de la ville ne pourra être fait par les pouvoirs publics ou les opérateurs traditionnels de sa fabrique. Les habitants doivent faire dans leur rue, leur immeuble, leur maison, mais ils ne pourront pas faire seuls. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net, et j'échange aujourd'hui avec Michael Saint-Pierre, coordonnateur en aménagement et mobilité au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et vous allez voir, c'est passionnant. Alors bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent: l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Michael Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Sylvain, ça va bien? Très bien, merci de nous accueillir. Alors Michael, tu es urbaniste et designer et tu es coordonnateur en aménagement et mobilité, je crois, au Exact. Centre d'écologie urbaine de Montréal. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que vous faites dans le paysage? On parle beaucoup de vous à Montréal. Ah ben Et pourquoi?
C'est bien de savoir qu'en France, on entend dire qu'on parle beaucoup de nous à Montréal. On fait le tour de la francophonie. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal a été fondé en 1996, mais l'histoire de l'organisation a ses racines il y a quelques décennies avant ça. On a été fondé dans un quartier montréalais qui s'appelle Milton Park. Et Milton Park, c'est le secteur canadien où il y a la plus grande communauté de coopératives d'habitation. C'est une coopérative d'habitation qui a été fondée suite à un activisme très, très fort d'une partie de la population du secteur dans les années 70 qui a réagi à un projet de rénovation urbaine. C'est-à-dire, on voulait raser de belles maisons victoriennes dans un tissu urbain très, très dense pour y construire une poignée de tours. À l'initiative d'un promoteur immobilier et d'une université montréalaise. Et malgré le fait qu'on a réussi partiellement à aménager ce complexe moderniste, on a pu sauver une très, très grande partie de ces maisons victoriennes-là et par le fait même, on a pu mobiliser les pouvoirs publics provinciaux et municipaux, voire fédéraux, pour acquérir ces maisons-là et en faire donc la coopérative. Donc ça, c'est les années 70-80 et disons le militantisme, la force vive de cette mobilisation dans Milton Park a contribué à créer d'autres organisations dans les années 80-90. J'ai en tête notamment le Centre canadien d'architecture qui a une mission de promouvoir la pratique architecturale canadienne. Héritage Montréal qui fait la promotion de la préservation du patrimoine bâti, mais aussi le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et je me permets de faire ce grand détour-là parce que ça permet d'expliquer notre mission, qui est somme toute assez simple, qui est de contribuer au développement de villes écologiques, démocratiques et en santé. Et on fait ça, moi j'aime dire que la condition sine qua non de notre engagement dans un projet ou dans un chantier, c'est de pouvoir développer le pouvoir d'agir des individus. C'est-à-dire de donner une voix aux résidentes, résidents, aux organisations, aux institutions, pour s'assurer que la prise de décision en aménagement puis en transformation de la ville ne se fasse pas uniquement dans le bureau des élus ou dans le bureau des fonctionnaires. Donc, vraiment très, très rapidement, c'est notre historique et notre mission et vraiment ce qui motive les presque 25 professionnels qui travaillent au centre. Alors, on va en passer par l'exemple, mais on retrouve dans les premières graines qui ensuite ont largement poussé à la fois une logique d'opposition à certaines typologies de projets urbains, mais de proposition aussi. C'est pas que du blocage, c'est aussi quelque chose, un caractère créatif avec comme fond cette question de la communauté, du collectif et de la mise en dialogue, de la mise en pouvoir quelque part aussi des habitants ou des acteurs locaux. Je voulais faire un détour par un autre exemple alors plus récent qui est pas achevé pour le coup, même si ces projets et des morceaux de ville, ça ne s'achève pas. Ça s'achève de construire éventuellement, mais ça continue de vivre. Là, on est vraiment encore sur un entre-deux d'une histoire assez longue, d'un parc qui pourrait avoir un nom un peu exotique pour Montréal, le parc des Gorilles. D'où on parle? Qu'est-ce que c'est déjà cet espace-là? On est en plein Montréal. Oui, exactement. Montréal, le Québec et le Canada ont été fondés sur le développement ferroviaire, le transport ferroviaire. Et quand on regarde le visage de nos quartiers montréalais, on s'en rappelle rapidement parce que la voie ferroviaire agit à titre de barrière entre les quartiers, entre les milieux de vie. Et le parc des Gorilles, en fait, c'est une ancienne emprise ferroviaire qui permettait de faire le lien entre deux gares qui n'existent plus maintenant. Une emprise ferroviaire qui a été abandonnée au cours des années 50 et la nature a repris le dessus entre les années 50 et les années 90. Puis on le sait, aux abords des emprises ferroviaires, on a une biodiversité qui est très, très riche, qui rendrait jaloux tout architecte paysagiste qui veut développer un nouveau parc. Et au fil du temps, ce lotissement bien particulier qui traverse de façon diagonale un îlot type montréalais. Montréal est construit sur une trame orthogonale avec des îlots rectangulaires, là, si on pourrait dire. Et cette trame ferroviaire traverse donc de façon diagonale un îlot. Cet espace-là a été réapproprié par la population pour d'abord parce que c'était un oasis. C'était à peu près le seul îlot de verdure dans ce quartier qui s'appelle Marconi Alexandra, qui a
typiquement une identité très, très industrielle, mais qui a quand même quelques poches résidentielles, mais aussi pour faciliter les déplacements, parce que de faire la diagonale, c'est plus rapide que de suivre le grand rectangle. Depuis à peu près 30 ans, la Ville de Montréal tente d'acquérir ce site-là qui appartient à l'opérateur ferroviaire, un des 2 opérateurs traditionnels canadiens du réseau ferroviaire. Et le propriétaire initial ne voulait pas vendre, souhaitait le garder. Et un bon matin, en 2013, la population s'est réveillée et il n'y a plus d'oasis de verdure, il n'y a plus de forêt, de boisé dans le quartier. C'est maintenant un terrain qui a été nivelé entièrement. On a entièrement retiré la nature avec l'intention d'en faire un projet de construire sur le terrain. Très, très rapidement, la population s'est mobilisée et là, on parle de plusieurs centaines de personnes qui ont approché leurs élus très, très rapidement. Et au Québec, les municipalités ont un pouvoir de gel de développement sur des sites en vue de certaines acquisitions, notamment ce qu'on appelle une réserve foncière pour des fins de parc. Donc, la Ville de Montréal a mis le terrain sur une réserve foncière, a gelé le développement pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, la population s'est activée et non seulement a demandé ce que ça devienne un parc, mais a développé une vision. Une vision pour le retour à la nature, le retour vers le parc, mais aussi une vision pour de la cogestion, c'est-à-dire comment est-ce que la population peut contribuer à l'activation, à l'entretien, à l'animation de ce futur parc de façon conjointe avec, bien sûr, la Ville de Montréal. Et ça a vraiment contribué à développer une mobilisation plus large pour, disons, la mise en valeur du quartier Marconi-Alexandra, qui, à l'époque, était vraiment en transformation. D'un tissu industriel traditionnel, des nouvelles technologies commençaient à s'implanter. On voyait qu'il y avait des nouvelles populations aussi qui venaient s'installer avec nouveaux projets résidentiels. Donc, ça a vraiment permis de mobiliser la population et sur un 10 ans, tout ça a contribué à ce que la Ville fasse finalement l'acquisition du site, à ce qu'il y ait vraiment une démarche de co-création et de co-décision qui soit mise en place entre la Ville de Montréal et la population. Il y a une entente de co-gestion qui devrait être signée au courant des prochains mois. Et si ça n'avait pas été de la pandémie, on aurait les fruits de cette démarche-là aujourd'hui. Bon, le site risque d'être inauguré en début 2024. Mais on parle quand même de quelques hectares de verdissement dans un secteur qui est parmi les plus touchés à Montréal avec les îlots de chaleur. Donc, c'est vraiment encore là, comme je le disais tantôt, c'est la prise de pouvoir, le développement du pouvoir d'agir de la communauté pour influencer les décisions montréalaises. Alors, influencer, c'est-à-dire bloquer le projet de développement, mobiliser les élus, activer un processus réglementaire, voilà, qui in fine se traduit par l'acquisition par la municipalité, mais aussi faire projet. Faire projet, mais collectivement. Comment est-ce que tout ça s'agence, tout ça fonctionne? On met pas une centaine de personnes ou peut-être d'autres qui se réunissent un week-end pour s'opposer à un projet, tous devant une table à dessin et puis ça fait projet. Alors ça fait projet en termes de dessin, mais aussi en termes d'organisation, de pérennisation, de gestion du lieu, etc., etc. Comment tout ça se passe en fait concrètement? Puis de façon sous-jacente, quel est le rôle, quel est ton rôle ou quel est le rôle potentiel ou concret du Centre d'écologie urbaine là-dedans? Comment tout ça s'agence? Je pense que c'est important avec la bonne pratique. Je pense qu'on est capable de passer d'une culture d'opposition à une culture contributive au développement. Je pense que nous, on s'inscrit pas dans un postulat où on est contre le développement, ou du moins ma pratique, je suis pas contre le développement et la transformation. De toute façon, la transformation de la ville se fait sans vous, sans élus, sans urbanistes. Elle se fait de façon organique là, depuis 12 000 ans déjà. Mais je pense que avec les bons outils, avec les bons moyens, on est capable de s'assurer, de prendre en compte les ambitions et les intérêts de chacun dans cette transformation-là. Au Centre d'écologie urbaine de Montréal, on a ce chantier actuel qui est celui de l'urbanisme communautaire, qui a une tradition nord-américaine assez poussée, là, qui est celui du community planning, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mobiliser notre population
travailler avec des outils de l'aménagement, de l'urbanisme pour éventuellement développer une vision pour celui-ci. Donc, on croit beaucoup disons, à cette pratique-là. On investit dans cette pratique-là et ultimement, on croit que combiner l'urbanisme communautaire à la pédagogie, parce qu'à titre d'urbaniste, on doit avoir un rôle de pédagogue. Pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions? Pourquoi est-ce qu'on veut verdir? Pourquoi est-ce qu'on veut préserver, densifier, ainsi de suite? On croit que ça permettra aux municipalités d'adresser certains des enjeux contemporains, là, que ce soit crise du logement, transition écologique, les mobilités, économie locale, et on les connaît tous. Alors, on les connaît tous, on ne connaît pas les outils. Est-ce que tu peux rentrer vraiment très concrètement sur cette thématique de l'urbanisme communautaire? Déjà, qu'est-ce que enfin, c'est la définition de quoi? Enfin, quel type de pratique? Et puis, concrètement, ça donne quoi? C'est quoi les méthodes? C'est quoi les outils? Comment vous procédez? Oui, la définition qu'on donne à l'urbanisme communautaire, c'est la réappropriation par la population des outils, expertises et langages de l'urbanisme pour, comme je le disais, développer une vision concertée pour le territoire. Ensuite, les outils de l'urbanisme communautaire, c'est l'urbanisme participatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut intégrer une plus grande diversité d'acteurs autour de la table de la prise de décision. L'urbanisme participatif, c'est une approche qu'on a parfait au Centre d'écologie urbaine de Montréal, mais qui existe un peu partout dans le monde aussi. Concrètement, à quoi ça ressemble une démarche d'urbanisme communautaire? Il y a des opportunités à saisir. Parfois, un peu comme tu le disais plus tôt, c'est en opposition à une vision d'un promoteur ou vision d'une municipalité. Parfois, ça peut être une volonté de préserver ou de mettre en valeur un territoire naturel, par exemple, comme dans le cas du Parc des Gorilles. Donc, c'est de travailler avec ce noyau dur d'individus qui ont une vision ou qui ont une volonté. Et autour de ce noyau dur-là, c'est de travailler avec les organisations locales, de cogner aux portes, de vraiment mobiliser la population de façon à les amener à développer un diagnostic de secteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les opportunités à identifier et éventuellement à explorer des solutions techniques d'aménagement, de façon à tranquillement à identifier cette vision-là, c'est-à-dire quelles sont nos ambitions pour la transformation du site. On fait ce passage-là grâce à des outils qu'on connaît bien, des marches exploratoires, des ateliers, des moments où on va valider certains scénarios d'aménagement. Et éventuellement, ça permet d'avoir une certaine force du nombre et de faire pression auprès des décideurs pour vraiment influencer la prise de décision. Et je pense que la valeur ajoutée des organisations comme le Centre d'écologie urbaine, c'est de se poser en tiers un peu neutre, entre guillemets, en tiers qui peut, comme je le disais un peu plus tôt, faire de la sensibilisation, un peu de pédagogie par rapport à pourquoi est-ce qu'on doit préserver, pourquoi est-ce qu'on doit densifier, un peu comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et surtout, de pouvoir agir à titre d'intermédiaire entre différents acteurs. Si, par exemple, sur un dossier de transformation d'un territoire, il y a un promoteur immobilier privé, il y a la ville, il y a des élus, il y a des institutions publiques locales, et ainsi de suite. Ça permet de pouvoir créer le lien et susciter le dialogue entre ces différents acteurs-là. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand on réussit à asseoir tous ces acteurs autour de la table, il y a une forme d'empathie qui se développe lorsqu'on commence à comprendre leurs points de vue, leurs enjeux, leurs ambitions, et éventuellement, ça permet d'atteindre des propositions qui sont mieux compris, éventuellement peut-être un peu plus concertées. Ça fait beaucoup de choses. On va revenir un peu dans le détail, ça me semble vraiment important, et notamment dans votre rôle et de ce que vous venez faire là. Parce que voilà, vous n'êtes pas des habitants ou des voisins, alors on prend le Parc des Gorilles comme exemple, mais de sites sur lesquels vous travaillez, de lieux ou de mouvements. C'est la somme de beaucoup de choses, des savoir-faire professionnels de l'urbanisme, du paysage, pour faire projet, à un moment dessiner, comprendre. Des techniques de participation permettant de mobiliser au-delà des sachants, des habitants, des résidents, des acteurs, des techniques de mobilisation aussi. Comment à un moment passer d'un petit groupe motivé à un grand groupe puissant. Une pédagogie dont j'ai l'impression qu'elle va un peu dans les deux sens, à expliquer les besoins du territoire à des décideurs, mais expliquer aussi les enjeux globaux à des habitants. Et finalement, un espèce de rôle d'intermédiaire, voire de lobby auprès des décideurs. Ça fait beaucoup de choses.
quelque part, pour activer aussi des conflits, enfin, il y a une question de résolution de conflits, de traduction, des enjeux de chacun, de détection, d'identification des lignes rouges. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'ont l'air sous-jacentes. Et là, vous arrivez dans ce système-là avec une légitimité issue d'un passé, des savoir-faire, et finalement une posture un peu de tiers, alors neutre, je sais pas, mais en tout cas, vous avez ce savoir-faire-là. Mais vous arrivez comment? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Comment est-ce que vous décidez d'aller là, ou vous êtes sollicité pour aller sur tel et tel sujet? Comment vous vivez, hein, parce que vous êtes, à ma connaissance, pas missionné par une collectivité. Comment ça se passe? Ben, ça permet peut-être de parler un petit peu de la théorie du changement, ou du moins de notre fonctionnement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Parce que, bon, on est un organisme non gouvernemental, une association, puis, bon, comme tu l'as mentionné, on n'a pas un financement, ce qu'on appelle au Québec à la mission, là. C'est-à-dire qu'on doit toujours renouveler la façon de travailler. Puis bon, je l'ai dit un peu plus tôt, on est presque 25 professionnels aussi. Donc, moi, j'aime bien partir du fait qu'on fait de la recherche, qu'on tisse des partenariats et qu'on essaie d'identifier quelles sont les pratiques probantes à l'échelle nord-américaine, voire à l'échelle internationale, pour éventuellement aller vers une deuxième phase, c'est-à-dire développer, planifier et implanter, éventuellement évaluer des pratiques innovantes. Et ces pratiques-là peuvent être en aménagement, en mobilité, en processus participatif, en adaptation au changement climatique, innovation, infrastructure verte, ainsi de suite. Éventuellement, de ces implantations, de cette expérimentation-là, on va retirer des connaissances, et ces connaissances-là, on va les partager de différentes façons, de différents produits de connaissances là, que j'aime appeler. Ça peut être par de la formation, des webinaires, des publications, des boîtes à outils. Donc, on a une dizaine, voire plus, d'outils qu'on développe à chaque année, produits de connaissances qui sont issus de nos projets d'expérimentation. Et éventuellement, ça nous permet de développer une expertise. Et cette expertise-là, on l'offre aux municipalités en mode économie sociale. C'est-à-dire, on va répondre à des appels de projets, on va faire compétition à des entreprises privées, on va recevoir des mandats de municipalités. Et les fruits de cette démarche-là, on va les réinvestir dans notre mission. Donc, le cycle recommence. On va continuer la recherche, les partenariats, et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte qu'on a toujours deux postures au Centre d'écologie urbaine. On a une posture d'entrepreneur en innovation, où on va, comme je le disais, expérimenter, tester, travailler avec des communautés sans vraiment savoir quel sera le résultat. Et on a une posture de groupe service professionnel où on va répondre à des missions de municipalité. Donc, il y a toujours ces deux chapeaux-là qu'on va porter qui font en sorte parfois, on va devoir se garder un petit devoir de réserve, là, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui oriente, si on pourrait dire, là, disons, si on parle de notre volet entrepreneur en innovation, on va vraiment essayer d'identifier où sont les enjeux ou les besoins. Comme par exemple, on va être approché quelques fois par année par des groupes de résidents qui nous disent: écoutez, nous, on a une vision pour notre territoire, on aimerait le préserver, ou encore, on sait qu'il y a un projet de transformation qui, selon nous, ne répond pas aux valeurs de la communauté, puis on n'a pas de levier. On n'a absolument aucun levier pour se faire entendre. Le conseil municipal n'offre pas une possibilité de consultation. Le promoteur n'est pas intéressé à nous entendre. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Donc ça pourrait, par exemple, être une typologie de cas où on va s'investir d'une façon ou d'une autre. On va travailler avec le groupe. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire avec notre chantier d'urbanisme communautaire éventuellement, c'est de répondre à ces demandes-là pour pouvoir offrir la valeur ajoutée des outils d'urbanisme, contribuer à mobiliser, à amplifier cette volonté-là, parce qu'on le voit au Québec, les gens ont de l'intérêt pour leur territoire, on veut le mettre en valeur, on veut le préserver, on est conscient qu'on veut le transformer aussi. Puis je pense que avec des ressources nécessaires, puis en agissant à titre d'entremetteur, on est capable de trouver des façons de faire projet et d'envisager la transformation des milieux. Donc là, ça veut dire que vous êtes sollicité par des habitants, hein, quelque part, des acteurs du territoire, plus ou moins organisés, structurés, parce qu'ils ont une vision ou parce qu'ils s'opposent aussi à ce qui est fait. En tout cas, ils comprennent parfois ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a notamment, au Québec comme ailleurs, par rapport à des projets de densification de la ville qui peuvent prendre des formes extrêmement
extrêmement différentes qui répondent, qui cherchent en tout cas à répondre à des besoins, notamment résidentiels, qui sont là, mais qui répondent plus ou moins bien, qui prennent des formes plus ou moins adaptées à un contexte, au contexte local. Vous êtes aujourd'hui, par exemple, sollicité par des groupes de résidents, par des communautés, pour les assister, pour vous opposer. Comment ça se passe là-dessus? Ben, c'est le débat de la dernière année, la densification au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a présentement une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire qui a été lancée. Le plan d'action, donc la mise en œuvre, n'est pas connu encore. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas nécessairement un gouvernement provincial qui est favorable aux questions de densification, mobilité active et durable. C'est dit très élégamment, je dirais. C'est pour nos auditeurs internationaux. Je voudrais pas dépeindre un portrait québécois qui est totalement négatif. Ceci étant dit, la politique a amené une panoplie de débats sur la densification, sur la transformation des milieux. Et on connaît tous la problématique des banlieues nord-américaines, c'est-à-dire l'étalement urbain, le recours à la voiture, les longues distances pour l'approvisionnement en ressources, en matériel, ainsi de suite. La densification, vous et moi, les gens qui nous écoutent, on les connaît tous, les bénéfices de la densification et pourquoi on devrait opter du moins pour des milieux de vie qui sont plus denses, plus compacts, que ce soit au niveau du dynamisme, au niveau des courtes distances, de la préservation des milieux naturels et ainsi de suite. On les connaît tous. Donc, on prêche à des convertis, j'en suis à peu près certain. Mais les gens dans les communautés ne les connaissent pas, ces bénéfices-là nécessairement. Et je trouve, du moins au Québec, que nous, les urbanistes, avons de la difficulté à les traduire, à les communiquer, ces bénéfices-là, et surtout à adapter le langage. Moi, j'ai la chance d'enseigner à des étudiants du baccalauréat en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal, et je leur dis souvent, le premier péché de l'urbaniste, c'est de faire une faute dans le nom d'une communauté, d'une collectivité, mais le deuxième, c'est d'utiliser d'un langage d'initié à des publics qui ne le sont pas. Des acronymes, des termes très, très techniques. Au Centre d'écologie urbaine, on croit que l'urbaniste doit être un pédagogue, un sensibilisateur, puis éventuellement contribuer à dénouer ces enjeux-là. Donc, la question de la densification, là, je me permets de faire ce grand détour-là. On a un rôle à jouer, puis on le sait, puis on essaie de le faire activement. Mais dans des grandes villes comme Montréal, Québec, des pôles régionaux, Gatineau, Sherbrooke, je pense que les moyens puis les ressources existent pour bien communiquer. Puis on a des exemples qui sont probants. Mais dans des plus petites communautés, des communautés de banlieue où il y a des enjeux de consolidation de milieux bâtis, c'est là où il faut faire un effort. Il faut revoir nos modèles, il faut revoir nos exemples, il faut changer notre vocabulaire, puis il faut surtout que l'urbaniste sorte de son bureau. Il faut qu'il aille parler aux gens. Puis ça, on sait que c'est pas toujours facile aussi. Donc, c'est un débat qui est intéressant. Je réponds pas entièrement à la question, mais discutons-en là, sur la question de la densité parce que c'est le sujet de l'heure au Québec. Et pourtant, il y a eu 2 élections dans les 13 derniers mois au Québec, là. Non, mais ça, c'est intéressant de voir comment ce sujet émerge, alors assez soudainement, mais à l'occasion de ce que j'en ai compris, un peu d'un début de remise à plat, donc on verra si ça va au bout, mais en tout cas d'un débat national autour globalement des grands textes qui régulent aujourd'hui l'urbanisme et l'aménagement au Québec. On est bien sur des débats provinciaux. Il y a un débat de fond qui émerge à ce moment-là, au moment où en France, dans un autre contexte réglementaire, mais on a des changements réglementaires qui provoquent un espèce de débat, alors pas tant un débat national que des milliers de débats locaux sur il faut on est donc obligé d'épargner les sols agricoles et donc de faire la ville autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on recroise ces enjeux de densification qui sont des débats qu'on a dans la profession depuis 20 ans et je partage tout à fait ton avis avec une grande difficulté finalement à faire passer les fondamentaux. Pour des questions pédagogiques aussi, peut-être parce qu'on n'a pas fait beaucoup de bons exemples ou pas assez. Peut-être aussi parce que quelque part, il y a un espèce de
de hiatus un peu maximaliste de la profession qui est, bah oui, il faut densifier, donc globalement, tout espace libre dans la ville a vocation à être bâti. Et c'est pour ça que le croisement est intéressant, c'est-à-dire que vous faites à la fois cette explication de l'intérêt fondamental de la ville dense et d'avoir un processus de construction de la ville sur la ville, et pour autant, vous êtes extrêmement investi sur des projets de protection, d'espace libre, mais libre de bâti finalement, mais pas vide pour autant, que sont notamment des espaces végétalisés. Donc voilà, la réponse n'est pas automatique non plus, elle est nécessairement hyper contextualisée. Donc ça nécessite en tout cas, je vais essayer d'être plus court, mais ça nécessite en tout cas d'avoir un débat situé. C'est pas un débat pour ou contre la densification, c'est pour ou contre construire à cet endroit-là, pourquoi, comment, etc. Et c'est nécessairement hyper localisé, hyper contextualisé. Il faut en effet sortir du bureau et puis sortir des recettes toutes faites. Il y a donc aujourd'hui l'émergence d'une forme de demande de débat, critique de projet, mais de demande de débat, qui rentre en convergence avec à la fois les besoins de déployer d'autres modes de mobilité, les besoins d'avoir une résilience, notamment dans des territoires comme le Québec qui a subi des coups du climat, que ce soit à la fois sous l'angle de l'inondation, mais aussi sous l'angle de l'îlot de chaleur urbain. Voilà, donc il y a ceux qui n'ont pas encore lu le rapport du GIEC, mais il y a ceux qui n'ont pas eu besoin de le lire, qui le vivent déjà. C'est le cas d'un certain nombre de territoires au Québec. Si on doit monter un peu en généralité sur vos décennies de pratique, sur ta pratique aussi personnelle, on a des enjeux là qui sont en train d'apparaître de façon assez violente. On a besoin de faire autrement, très certainement, avec les habitants. Et puis on arrive finalement aussi au bout de processus de participation assez traditionnels, y compris qu'on a amené beaucoup en France, qui mobilisent toujours les mêmes dans des processus qui finalement sont plutôt des processus de communication dont certains sont très ambitieux, parfois certains sont très vertueux, mais qui souvent finalement frustrent, y compris ceux qui veulent ouvrir le plus possible. On n'arrive pas à mobiliser, on n'arrive pas à passer en mode proposition, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Et puis quelle est la place aussi de tiers comme vous, tu disais tiers de confiance, entre bureau d'études, laboratoire de recherche et groupe militant, une espèce de mélange qui est sans doute parfois inconfortable. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? C'est une bonne question. Puis je termine un parcours de troisième cycle universitaire sur la question de la place de la société civile, c'est-à-dire les organisations non gouvernementaux, les organismes communautaires locaux, les chercheurs, donc leur place dans l'incubation, la promotion et le legs de l'innovation vers l'administration publique municipale. Je pense que du moins au Québec, le rôle de la société civile n'est plus à démontrer. On a créé le CLSC, qui est un centre un établissement de santé local et communautaire. Ça a été créé par la société civile. On a une multitude de modèles qui ont été créés par ce qu'on appelle le communautaire. Mais je pense que ça vaut le coup que tu en parles un peu plus, c'est-à-dire qu'on sorte finalement de la fabrique de la ville et qu'on rentre un peu plus là-dessus, que tu nous racontes un peu peut-être l'histoire et la force, qu'on comprenne bien que ces mouvements communautaires, c'est pas des associations au sens loi 1901 en France, qu'on est sur, au-delà des statuts où il y a des similitudes, on est aussi sur une philosophie différente, un mode d'action et un impact aussi assez différent dans un territoire où le rôle de l'État est très différent aussi, évidemment. Je pourrais dire que disons, cette grande catégorie, la société civile, a un pouvoir d'initiative quand même assez important et un rôle, un pouvoir d'influence, peut-être qui s'érode un peu avec le temps, puis la multitude de paradigmes dans lesquels on baigne, mais un rôle d'influence quand même
assez critique. Je parlais un peu plus tôt de Milton Park. Je me déplace à Montréal un peu vers le sud-ouest dans un quartier qui s'appelle Pointe-Saint-Charles, un quartier qui a un historique militant, activiste très, très fort. On parle de 30 à 40% de logements qui sont sociaux et abordables. On parle de différentes démarches d'urbanisme communautaire, ce qu'on appelle là-bas des opérations populaires d'aménagement. On a un bassin d'organismes communautaires très, très influents, justement. Et après les années 60-70, il y a ce modèle qui a été développé de cliniques de santé communautaire qui avait ses bénéfices parce qu'on est dans un milieu défavorisé, donc ça permettait l'accession aux services de santé pour des communautés qui ont moins accès, si on pourrait dire. Et ce modèle-là a été reconnu par le gouvernement du Québec et est devenu ce qu'on pourrait appeler un projet pilote, donc une expérimentation formalisée et éventuellement a été mise à l'échelle de tout le Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle les CLSC, et là, je veux pas me tromper dans l'acronyme, mais c'est les centres locaux de santé communautaire qui existent dans à peu près toutes les communautés. Et c'est ce qui permet de substituer à l'hôpital régional et d'offrir dans certaines communautés parfois un peu plus éloignées, ou même vraiment un peu partout, différents services de base là, en santé. Donc, tout ça pour dire que oui, les associations, les regroupements de résidents ont un pouvoir d'agir assez important et reconnu au Québec. Je fais le parallèle avec l'aménagement parce que il y a une multitude d'innovations qui ont été incubées, qui ont été promues par des organisations de la société civile et qui maintenant ont été institutionnalisées. Nous, au Centre d'écologie urbaine de Montréal, on est très, très fiers d'avoir fait la promotion depuis presque 20 ans du budget participatif. L'an dernier, en 2021, c'est près du tiers de la population québécoise qui a eu accès à participer à des budgets participatifs. Donc, c'est quand même assez important. On est parti de rien. Il y a 10 ans, il y en avait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les populations des communautés qui ont des budgets participatifs peuvent contribuer à choisir quelle orientation vont prendre une partie du budget municipal. Et là, typiquement, votre rôle, c'est à la fois d'avoir l'idée ou de l'importer, en tout cas de l'adapter aussi au territoire, mais aussi, j'ai cru comprendre de la mettre en œuvre, c'est-à-dire que votre savoir-faire et l'ingénierie, elle va jusqu'à créer les outils et pousser les choses. À l'image de la question de la santé, c'est à la fois pousser pour qu'il y ait, mais c'est aussi mettre en place, développer les compétences et in fine avoir la capacité de passer à l'échelle, pratiquement aux côtés des institutions. Exactement. C'est en marge de notre théorie du changement que j'expliquais un petit peu plus tôt. C'est-à-dire, on a tissé des partenariats avec certains partenaires stratégiques à l'échelle nord-américaine, voire à l'échelle internationale. On a contribué au développement d'un réseau international qui s'appelle People Powered, qui s'intéresse au déploiement du budget participatif dans les communautés. On a développé des produits de connaissances, de la formation, des outils, et on a développé cette expertise-là qui fait en sorte que les municipalités québécoises nous approchent pour les accompagner dans le déploiement de leur budget participatif locaux. Mais tu nous as fait un petit peu de teasing. Alors, il doit y avoir un vrai mot français pour dire teasing. Je sais plus ce que c'est. Mais sur justement votre théorie du changement, c'est quoi votre théorie du changement? On a 26 ans, hein, on va avoir 27 ans en 2023, donc c'est sûr et certain qu'on est une organisation qui s'institutionnalise d'une certaine façon, qui a développé ses pratiques qui sont très très formalisées. On est en train de réviser notre planification stratégique pour les 4 prochaines années aussi. J'ai la chance de faire partie de ce chantier-là au centre. Puis on a différents membres de l'équipe et de la communauté, de nos membres là, qui sont sur ce chantier-là. Moi, je mettrais de l'avant vraiment beaucoup la question du pouvoir d'agir, du développement du pouvoir d'agir. Mais notre théorie du changement, c'est un peu celle que je mentionnais un petit peu plus tôt, là. C'est-à-dire, on s'engage de façon très, très affirmée dans l'innovation, dans l'expérimentation,
de façon à être en mesure de devenir les ambassadeurs de ces innovations-là et éventuellement d'influencer les municipalités, les institutions à adopter ces transformations et ces innovations-là, devrais-je dire. Donc, le budget participatif en est un bon exemple. Il y a une multitude d'innovations qu'on incube présentement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je sais qu'en France, vous êtes assez familier avec la notion de rue-école. Au Québec, on commence à peine. On est familier avec la notion, mais on a du mal à passer à l'échelle encore. Bon, on est encore plus tôt dans le processus au Québec et au Canada. On a incubé 3 projets de rue-école au Québec, 2 autres en Ontario. On est en train de rassembler les acteurs canadiens sur cette question-là pour amplifier le mouvement. Donc, on est dans une incubation très hâtive, là, si on pourrait dire, là, de ce modèle-là. Il y en a d'autres. Bon, la ruelle bleu-verte. Au Québec, à Montréal, on a les ruelles, c'est-à-dire des allées arrière qui traditionnellement permettaient l'approvisionnement en charbon, services publics. Et on est en train de les transformer, ces milieux de vie-là aussi, là. On va y venir prochainement dans une autre émission. Bon. On va revenir sur à la fois les ruelles et les ruelles vertes et bleues, qui nous parlent à la fois de végétal, mais aussi d'espace de vie, mais aussi d'espace d'infiltration, de présence de l'eau, ce qui est pas complètement anecdotique pour les années, les décennies qui viennent. Pour non pas conclure la discussion, mais en tout cas essayer de synthétiser cette première base de discussion qu'il faudra, à l'évidence, qu'on prolonge. On est quand même là aujourd'hui sur une forme d'articulation. Alors, on l'a en France, mais on l'a aussi manifestement au Québec, entre des enjeux du moment et des décennies qui viennent, qui sont en train de monter très, très clairement en puissance, ou en tout cas en conscience. Et quelque part des outils et des acteurs qui restent à avancer. On l'a vu, il y a besoin à la fois de pédagogie, d'expliquer, il y a besoin d'accompagner les communautés, les groupes, les résidents dans leur mobilisation, mais aussi dans un passage en mode proposition pour passer finalement de l'opposition au fait de faire projet collectivement. C'est peut-être ça l'urbanisme communautaire, ou en tout cas c'est une des facettes, et pour ça on a besoin de temps, on a peut-être besoin de ralentir au moment de l'urgence, dire peut-être qu'il faut ralentir les projets, c'est pas une évidence, pour prendre le temps du dialogue, mais aussi de compétences, d'acteurs légitimes et compétents comme vous l'êtes manifestement, le Centre d'écologie urbaine de Montréal. On prolongera tout ça, mais peut-être pour les auditeurs, tu as 1 ou 2 conseils de lecture ou des pistes à suivre pour continuer cette immersion dans le passionnant territoire montréalais? Oui, absolument. Montréalais, je ne sais pas, mais une lecture qui a influencé ma pratique, Ezio Menzini, Design When Everybody Designs. C'est un bouquin sur l'innovation, comment le concepteur, le designer peut contribuer à l'innovation sociale. Donc, on parle d'interface entre le professionnel, le concepteur et la population. On parle de processus de conception qui est participatif, transparent, qui fait opposition à la boîte noire, là, un peu ce qu'on parlait. Si on l'applique au monde de l'urbanisme, du design urbain, c'est le fonctionnaire qui travaille seul dans son bureau. Donc, une lecture qui m'a influencé dans ma pratique je parlais un petit peu plus tôt d'entrepreneurs en innovation, on est vraiment là-dessus dans ce bouquin-là. Puis sinon, peut-être sur l'urbanisme communautaire, je vous amène ailleurs qu'à Montréal, mais je reste en Amérique du Nord. J'ai visité Philadelphie cet été et j'ai rencontré un groupe très, très dynamique et très, très inspirant qui a initié une démarche d'urbanisme communautaire pour la transformation d'un parc qui est le Mifflin Square Park, un peu au sud du centre-ville de Philadelphie. Puis le paradigme états-unien du développement de la ville est complètement différent. Là-bas, on n'a absolument aucune ressource pour transformer les espaces publics. Là-bas, c'est une communauté dans un secteur défavorisé, hautement multiculturel, qui a fait une démarche en 6 langues pour justement développer une vision de transformation et qui a eu
tout un caractère stratégique à ça, parce qu'elle s'est maillée avec différents services de la ville pour voir, considérant les chantiers futurs, je sais pas moi, infrastructures souterraines à changer, plantation d'arbres, ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut arrimer ces nécessités-là avec les besoins et les intentions de la ville. Donc, c'est deux lectures super intéressantes qui témoignent justement comment est-ce qu'on peut stimuler le pouvoir d'agir de la population pour éventuellement transformer la ville. Merci beaucoup. On ne manquera pas de mettre l'ensemble des références en commentaire de l'émission. Et puis surtout, on ne manquera pas de se recroiser prochainement, ou peut-être pour rentrer dans des projets ou peut-être les conclusions aussi de ton travail universitaire en cours. Mickaël Saint-Pierre, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain.